Dans l'univers de Berserk, à chaque fois qu'on parle de puissance absolue et de terreur, notre esprit se tourne presque automatiquement vers la main de Dieu. Naturellement, on voit les Goden comme le sommet intouchable de Berserk, les marionnettistes du destin. Et sous eux, le reste. Une masse informe de monstres sanguinaires qu'on appelle les apôtres. Des humains terrifiés ou brisés qui ont sacrifié ce qu'ils avaient de plus cher en échange d'une force cauchemardesque. On a tendance à tous les mettre dans le même panier, à les voir comme de simples bêtes de foire destinées à se faire trancher par la Dragon Slayer de Guts. Mais si on regarde Berserk de près, vraiment de près, on se rend alors compte que cette vision est totalement fausse. Parce que dans les ténèbres de l'interstice, l'égalité n'existe pas. Il y a une différence abyssale, presque risible, entre un monstre de bas étage uniquement guidé par ses pulsions et un général de guerre vieux de plusieurs siècles, capable de raser des armées entières d'un seul revers de la main. Alors une question devient impossible à éviter. Une question qui déchire la communauté depuis des années. Si l'on retire les Godend de l'équation, qui est véritablement le pire monstre de Berserk? Qui domine réellement le monde physique? Dans cette vidéo, on ne va pas simplement faire un classement basique basé sur la force brute. On va partir de ce que Kentaro Miura nous a montré à travers les combats et le lore. On va décortiquer l'expérience martiale, l'endurance, la létalité et l'impact psychologique de la crème de la crème. On a sélectionné les 10 pires cauchemars de l'œuvre, du Baron Serpent jusqu'aux anomalies cosmiques, pour couronner l'apôtre le plus puissant. Mais juste avant de lancer les hostilités, j'ai une annonce très importante à vous faire. Vous l'avez réclamé, c'est désormais officiel. Le serveur Discord de la chaîne, l'Interstice, ouvre ses portes aujourd'hui même. Le lien est en description et en commentaire épinglé. C'est notre nouveau repère pour débattre du lore, échanger des théories, et je sens que le classement d'aujourd'hui va en faire parler plus d'un. Alors n'hésitez pas, rejoignez. Et justement, en parlant de débat, pour trancher un débat aussi monumental, il me fallait du renfort. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et pour la première fois de l'histoire de cette chaîne, je décide d'invoquer la chevalité. Qui a osé m'invoquer moi, le Godend de la chevalité? Et qui est le crâne le plus solide de tous les réseaux, au Ubik si tu préfères. Non, je rigole, m'appelez absolument pas comme ça. Déjà, un gros merci à toi, Galux, pour cette invitation. Je serai là pour soit valider ou soit sévèrement juger ton top. T'as pas le droit de frauder. Et vous aussi dans les commentaires, alors n'hésitez pas à vous abonner. Exactement. Les règles sont simples. On exclut les Godend et on ne juge pas que les muscles. On juge l'efficacité martiale et le potentiel de destruction. Préparez-vous, on plonge dans la hiérarchie de l'enfer. On ouvre ce classement avec le tier 3, la base de la chaîne alimentaire des apôtres. Attention, on parle quand même de créatures cauchemardesques capables de décimer des villages entiers en une seule nuit. Mais face à la véritable élite, ce ne sont que des animaux impulsifs. Ils ont sacrifié leur humanité, mais n'ont acquis aucune discipline martiale en retour. Ils n'ont pas de vision, juste des pulsions. À la 10e place, on retrouve le Baron Serpent. C'est le tout premier apôtre que Guts affronte dans le manga. On compte pas la première page, d'accord? Et à bien des égards, il représente l'apôtre standard par excellence. Il n'a aucune ambition politique et il ne cherche pas à influencer la causalité. Il se contente de régner sur une petite bourgade, d'entasser des richesses dont il n'a que faire et de massacrer pour le plaisir. Si on analyse son impact psychologique, il est indéniable sur des paysans affamés. Il se fait vénérer comme un dieu, instaure un règne de terreur et exige des sacrifices humains. Il paralyse ses victimes par la peur. Sa létalité est correcte pour massacrer des milices humaines. Sa queue tranchante et sa taille en forme d'apôtre lui permettent de balayer des dizaines d'hommes en un seul coup. Mais là où il s'effondre totalement, c'est sur son expérience martiale. Le Baron Serpent n'est pas réellement un guerrier, c'est plutôt un vieux tyran du bac à sable. Il a pris l'habitude d'affronter des proies terrifiées qui ne se défendent pas. Mais dès qu'il fait face à Guts, un véritable guerrier défiant la mort, il est perdu. Le Baron Serpent, la plus grosse fraude de ce top. Son utilité à lui réside dans le fait de nous introduire l'univers, nous introduire surtout les apôtres, comment ils interagissent avec les humains, quelle est leur valeur et surtout à quel point ils sont pathétiques. Parce que oui, le Baron Serpent, il est vraiment pathétique, même pendant son combat. Évidemment, il se repose uniquement sur sa capacité à tanker des attaques comme des fléchettes pour ne pas mourir. Il pense que en fait, c'est sa capacité à se régénérer qui va le sauver, mais il suffit juste d'un petit coup de canon pour tout lui retirer, y compris sa puissance, sa dignité et tout ce qui fait de lui un être soi-disant supérieur. Parce que c'est comme ça qu'il nous est présenté. Il nous est présenté comme quelque chose de supérieur à l'humain. Mais évidemment, notre God absolu Guts, il est là pour lui rappeler que malgré la faiblesse de l'humain, le plus pathétique entre lui et l'homme, c'est bien lui. Donc top 10, bien mérité. Tu l'as très bien résumé. Dès que son illusion de supériorité éclate, il ne reste plus qu'un lâche qui supplie pour sa vie.
Mais si le baron serpent se contentait de terroriser des paysans dans son bac à sable, le monstre qui occupe notre 9e place, lui, a eu une armée entière pour assouvir sa folie. On quitte alors le tyran pathétique pour entrer dans le chaos absolu. Viald est l'incarnation de l'anarchie et du malaise absolu. À la tête des chiens noirs, la pire unité militaire du Midland, il ne vit que pour une seule philosophie, jouir et s'exalter. Ouais, c'est troublant. En termes de force brute, ça devient déjà un petit peu plus qu'un monstre. Sous sa forme d'apôtre, il est capable de briser des gigatroncs d'arbres à main nue et de balayer des cavaleries entières. Mais le problème de Viald, c'est son esprit. L'immonde Viald au Vald, franchement je sais pas. Alors autant je déteste cet apôtre, mais j'aime ce qu'il symbolise. Parce que rappelez-vous, lorsque Zod l'a déchiré en nous montrant à quel point il y a une différence de puissance entre lui et cet apôtre de bas niveau, parce que c'est clairement ce qu'il est, il réapparaît dans sa forme originelle, à savoir juste un vieux pathétique. En fait, finalement, les apôtres, ce sont juste des gens pathétiques et sans valeur dans le fond. Ils possèdent une sacrée endurance, on l'a bien vu avec tout ce qui s'est pris avec Guts, une certaine puissance physique, malgré le fait qu'il s'est fait déchirer par Zod, mais bon, ça reste quand même Zod, et surtout, je trouve qu'il reste quand même assez intelligent. C'est quand même un vrai chasseur. Quelqu'un qui traque vraiment, d'où le nom, j'imagine, Wild, hein, ce truc-là. Et moi, ce qui m'a sauté aux yeux tout de suite, c'est sa capacité à utiliser certaines choses pour déstabiliser sa proie. Puisque lorsque Guts et ses compagnons se sont cachés dans une maison avec une femme dont j'ai oublié le nom, ce fou furieux, il a décidé littéralement de la... Pas que elle évidemment, mais toutes les filles de ce village, et de les empaler et venir avec en chassant Guts. C'est clairement bizarre. 9e position méritée. Nous sommes d'accord là-dessus. Il compense sa nature pathétique en utilisant l'horreur viscérale pour déstabiliser ses proies, mais sa stratégie s'arrête là, car comme l'a prouvé l'intervention de Zod, dans le monde de Kentaro Miura, la force pure sans l'intelligence et la technique ne mène absolument nulle part. Viald n'est qu'un chien enragé, et les chiens enragés finissent toujours par se faire abattre par un carnassier supérieur. Pour espérer monter dans ce classement, il ne suffit plus d'avoir des crocs ou de taper fort. Il faut être capable de briser non seulement le corps, mais aussi l'esprit de ses adversaires. Il faut un véritable potentiel de destruction, et c'est précisément là qu'on entre dans notre tier 2. On monte d'un cran. Si le tier 3 nous montrait des monstres de foire ou des brutes sans cervelle, le tier 2 nous fait basculer dans la véritable essence de Berserk. Ici, on ne parle plus seulement de force de frappe, mais de personnages qui redéfinissent la notion même d'horreur. Ce sont eux qui nous font comprendre que derrière chaque monstre, il y a une tragédie humaine, et que face à un apôtre, un homme seul, même Guts, frôle la mort à chaque seconde. À la 8e place, le comte Limas. On fait souvent l'erreur de le sous-estimer à cause de son design massif et de sa défaite très tôt dans le manga, mais c'est un personnage capital. Sur le plan de l'impact psychologique, le comte est le véritable point d'entrée dans l'horreur Lovecraftienne de Miura. C'est lui qui, pour la première fois, nous arrache à notre conception humaine de la réalité pour nous montrer des formes de vie organiques, non humanoïdes, qui défient toute logique. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Il est celui qui nous révèle le secret le plus dérangeant de l'interstice, l'humain qui se cache derrière le monstre. En découvrant son passé, on comprend que l'apôtre n'est qu'une extension de la douleur de l'homme qu'il a été. L'apôtre Limas, le premier apôtre qui est réellement dangereux, qui impose vraiment des vrais enjeux et une vraie tension. Parce que Guts, il en prend vraiment plein la gueule et surtout, il finit littéralement sans bras. Il finit par utiliser son sabre comme Zoro, dans la bouche finalement. Il force Guts à utiliser le maximum de ce qu'il peut donner en termes de battle IQ, mais aussi de puissance. Et il a une caractéristique aussi dangereuse, c'est qu'il est capable d'engendrer des pseudo-apôtres. Et on n'en connaît qu'un seul qui peut faire ça aussi. L'œuvre d'un monde parfait. Mais surtout le plus important avec cet apôtre, c'est qu'il nous introduit en quelque sorte une possibilité très importante dans l'univers de Berserk, la capacité de briser la causalité. Et ça, c'est très fort. 8e place, méritée. Avant même de nous montrer qu'on pouvait défier la causalité, il nous a surtout montré ce qu'il en coûtait de défier un vrai monstre. En termes de létalité et d'endurance, le comte est un mur. Sa capacité de régénération et sa masse physique obligent Guts à puiser dans ses retranchements les plus sombres. Il n'a peut-être pas l'expérience martiale des prochains de la liste, mais son lien direct avec la causalité et sa capacité à provoquer une cérémonie d'occultation de la main de Dieu en font une anomalie que peu d'apôtres peuvent égaler. Cependant, il existe un autre personnage dans ce tiers qui a poussé Guts encore plus loin dans la folie. Un personnage qui transforme l'innocence en pur cauchemar. À la 7e place, Rosine. Si le conte nous a montré l'horreur de la chair, Rosine nous montre l'horreur de l'esprit.
Son impact psychologique est dévastateur. Elle pervertit le monde de l'enfance pour en faire un terrain de massacre. En termes de létalité, on change totalement de dimension. Rosine n'est pas le genre d'apôtre à taper comme une brute, en revanche c'est un vrai avion de chasse. Sa vitesse est son arme principale. Elle est capable de franchir le mur du son, transformant ses charges en impact d'une violence inouïe. Rosine, la seule apôtre qui possède certainement la vitesse de pointe la plus élevée, évidemment sous condition de charger avec sa forme complète, avec une vitesse qui est égale, voire qui dépasse la vitesse du son. C'est une apôtre qui maîtrise bien sa vitesse puisqu'il arrive à esquiver à plusieurs reprises un Guts bien enragé et qui a la capacité de frapper très vite et très fort, mais elle arrive quand même à le dévier et à l'esquiver. Elle arrive aussi à tanker beaucoup d'attaques bien chargées de la Dragon Slayer. Elle survit aussi d'une chute de plusieurs mètres avec Guts qui va être amorti par des branches et elle qui va prendre très cher en tombant. Après bon, ça reste un apôtre, les apôtres en général ils ont une régénération assez solide. Mais malgré tout, avec tous les coups qu'elle a reçus de Guts, un Guts qu'on rappelle qui a été forcé à déployer toute sa rage et devenir littéralement un monstre, celle-ci finalement elle finira par faire ce qu'elle a toujours voulu faire, voler très haut jusqu'à en mourir. Je pense qu'on retirera pas Rosine de cette place. C'est exactement ça. Une fin poétique pour un combat d'une brutalité absolue. Sa vitesse hallucinante a compensé tout ce qui lui manquait en technique pure. L'expérience martiale de Rosine est instinctive, mais terrifiante d'efficacité grâce à sa mobilité aérienne et sa capacité à manipuler son environnement. Elle a transformé une vallée entière en un piège mortel. Mais comme pour le conte, son endurance et sa vitesse finissent par se briser face à la volonté de fer d'un homme qui refuse de mourir. Le tiers 2 nous a montré que la véritable puissance d'un apôtre résidait souvent dans sa capacité à déformer la réalité. Mais pour atteindre le sommet, il faut plus que de la régénération ou de la vitesse. Il faut de la discipline. Il faut être un soldat, un général, un pilier d'une armée divine. Il est temps de passer au tiers 1, l'élite de la nouvelle troupe du Faucon. On quitte la cour des monstres isolés pour entrer dans l'armée divine. Le tiers 1 regroupe les généraux de la nouvelle troupe du Faucon. Ici, la folie et les pulsions ont disparu pour laisser place à la discipline absolue. À la 6e place, Irvine, l'archer des arcanes. À distance, il est sans aucun doute le numéro 1 de toute l'œuvre. Mais attention, ne vous fiez pas à son apparente passivité. Sur le plan de l'impact psychologique, Irvine est une anomalie. Contrairement à la majorité des apôtres qui exultent dans le carnage, Irvine, lui, est un être calme, introverti, presque mélancolique. On le voit souvent camper seul dans les bois, jouant d'un instrument de musique au coin du feu. C'est cette humanité conservée qui le rend imprévisible. En termes de létalité, par contre, c'est le chasseur absolu. Sous sa forme humaine, il décapite des soldats Kushan par volée entière à des distances impossibles. Mais c'est sa forme bestiale qui redéfinit la mort à distance. Il utilise les cornes de sa monture comme une baliste pour tirer des flèches organiques formées à partir de ses propres poils. Ces projectiles ne se contentent pas de percer, ils se dénouent violemment à l'intérieur de la cible, la déchirant de l'intérieur. Je pense que j'ai pas grand chose à rajouter réellement étant donné que ce personnage reste extrêmement mystérieux. Évidemment le plus intriguant chez lui, c'est son côté humain malgré le fait qu'il soit un démon et à quel point il surprotège Sonia. On a l'impression que c'est au-delà du fait que c'est une espèce de pseudo-prêtresse qui est l'élu pour Griffith. C'est quelque chose de beaucoup plus que juste ça. Evryn la protège sincèrement, c'est pas un ordre qu'il a reçu, on dirait juste son humanité qui parle à sa place. Et j'ai envie de vous dire même, c'est peut-être le plus humain des apôtres, c'est même peut-être le plus humain des humains, en tout cas dans l'univers de Berserk. Il reste extrêmement fort, notamment lorsqu'il se lève un tronc d'arbre tout seul comme ça, avec une main. Mais ce qui est dangereux avec lui, c'est sa précision. Sa puissance évidemment et surtout sa précision à longue portée. Je pense qu'à longue portée, il peut battre facilement pas mal dans ce top-là, voire même au-dessus de lui. Sa vitesse surhumaine lui permet de distancer n'importe quelle charge de cavalerie, faisant de lui une unité de soutien intouchable. Pourtant, son expérience martiale reste limitée au tir de précision. Face à un adversaire capable de réduire la distance, Irvine perd son avantage majeur. Je dirais que le plus terrifiant chez Irvine, c'est la possibilité que son arc soit en réalité lui-même un apôtre et qu'il n'est qu'un pion pour celui-ci. Mais ce n'est qu'une théorie non officielle. Ici, l'expérience martiale atteint des sommets légendaires. Locus, alias le chevalier du clair de lune, est un stoïcien, une légende invaincue dans d'innombrables duels. Avant de rejoindre Griffith, il n'avait jamais prêté allégeance à personne. Son impact psychologique repose sur son intégrité et son sens de l'honneur, un trait extrêmement rare chez les apôtres. Il méprise la lâcheté et se voit comme le protecteur légitime du monde sous l'égide du Faucon.
Sa létalité s'exprime par une maîtrise absolue de la lance, capable de transpercer 10 ennemis d'un seul coup. Mais sa véritable puissance éclate dans sa forme d'apôtre. Il fusionne littéralement avec son cheval pour devenir un centaure au corps métallique argenté. Un design très atypique par rapport au reste du bestiaire de Berserk, me diriez-vous. Ah là là, maintenant Locus, là évidemment ça commence à se corser parce que clairement que ce soit Evryn, Locus ou peut-être Grande Belle qu'on va avoir plus tard dans la vidéo, ça va être très compliqué de les classer, donc on va se baser un peu sur les connaissances qu'on a. Déjà Locus c'est quoi? Qu'est-ce qu'il représente réellement? Pour moi, c'est une sorte de Guts qui a choisi de suivre Griffith. Déjà, sa loyauté envers Griffith, et on l'a très bien vu lorsque Rickert a giflé Griffith, et c'était vraiment un moment très satisfaisant entre nous, on peut se le dire, hein. Ah, il a bien mérité cette espèce donc. Tu mutes. Le fait qu'aussi qu'il accepte la sauvagerie en montrant le pandémonium à Rickert, il y a ce côté un peu sauvage, un peu élégant surtout, mais surtout sauvage. Et justement, le lien à faire avec ce moment où Rickert a giflé Griffith, lorsque Locus s'est senti offensé à cause de ses gifles, ça rappelle exactement le même moment où Guts a vu qu'un espèce de aristocrate, je sais plus quoi, a essayé de calomnier, en tout cas du moins salir le nom de Griffith, et il s'est énervé, il a carrément voulu le tabasser. On peut souligner aussi qu'il a une capacité d'attaque dévastatrice, parce qu'il a carrément une arme qui va se déployer sur des distances et balayer tout ce qui est en face de lui ou autour carrément. Et là je pense que vous le voyez très bien visuellement, cette armure c'est pas pour faire beau. D'ailleurs c'est une forme assez inédite pour un apôtre, c'est quelque chose de très solide qu'on ne peut pas transpercer avec des armes conventionnelles. En vue de ses capacités, c'est tout à fait naturel de le mettre devant Evryn. L'endurance de Locus est renforcée par cette carapace métallique invulnérable aux armes de base. Sa vitesse et son agilité de centaure, combinées à une intelligence tactique glaciale, en font l'un des piliers les plus importants de la nouvelle troupe du Faucon. On arrive enfin à notre hot take, Rakshas. Exilé du clan Bakiraka, il est devenu un tabou pour les siens. Sa motivation? Protéger Griffith pour avoir le privilège de lui couper la tête un jour. Oui, vous avez bien entendu. L'impact psychologique de Rakshas est celui d'un tueur hédoniste. Il joue avec ses victimes, murmure à leurs oreilles et se complaît dans l'ombre. Mais c'est sa physiologie d'apôtre qui le rend destructeur. Sa létalité et son endurance découlent de son corps amorphe. Rakshas n'a pas de forme fixe. Il peut déplacer sa tête à n'importe quel point de son corps, rendant les coups critiques inutiles. Son corps peut former des tentacules en forme de faux, capables de trancher un cheval en deux ou de briser des barres de fer. Rakshas est un assassin d'élite. Mais pourrait-il s'en sortir face à des mecs comme Locus et Evryn? Moi franchement je suis pas trop d'accord avec ce positionnement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas légitime. Il reste extrêmement résilient et très résistant. Et surtout il faut aller le chercher puisqu'il déplace littéralement son corps dans cette espèce de cape. On pourrait croire que son masque est potentiellement sa vulnérabilité. C'est pour ça que je pense que quelqu'un comme Evryn pourrait le toucher. Et surtout quelqu'un comme Locus qui est extrêmement résistant et aussi précis dans ses coups pourrait potentiellement le battre. Mais le plus effrayant avec lui c'est sa capacité assez spéciale qu'on va vous spoil évidemment parce que les chapitres sont déjà sortis. Du coup, je laisse Galux vous en dire plus. Récemment, on l'a vu infiltrer une prison Kushan pour s'attaquer à un Guts affaibli, se présentant comme son ange de la mort. Sa capacité à se fondre dans l'ombre et à se reformer après des dégâts qui tueraient n'importe quel autre apôtre prouve que Rakshas est l'une des entités les plus dangereuses et les plus difficiles à éliminer de l'œuvre. Ces trois généraux montrent la diversité de l'armée de Griffith, l'archer mélancolique, le chevalier honorable et l'assassin sans visage. Mais au-dessus d'eux, il reste un apôtre. L'un des deux monstres qui ne se contentent pas de servir le rêve de Griffith, mais qui le définissent par la puissance brute. À la troisième place, le chevalier du dragon des flammes, le seul, l'unique, Grumbeld. Ici, l'endurance prend une forme diamétralement opposée à celle de Rakshas. Grumbeld est une forteresse sur pattes. Sa peau, recouverte de cristaux de corindon, est plus dure que l'acier. Sa létalité est dévastatrice. Il combine une force de frappe colossale avec des souffles de feu capables de réduire un bataillon en cendres. Son impact psychologique est simple. C'est le désespoir face à une montagne qui avance. C'est le seul apôtre qui a physiquement forcé à Guts à utiliser l'armure du berserker pour ne pas mourir écrasé. Grumbeld est fort, très fort, mais son point fort évidemment c'est pas la force physique, mais plutôt sa résistance physique. Et je pense que sur ce point il dépasse largement Zod l'immortel. Et justement, est-ce que Zod pourrait pénétrer une armure aussi solide que celle de Grumbeld? Moi perso, je vous le dis tout de suite, je pense pas. En tout cas pas juste comme ça. Parce que Grumbeld a démontré qu'il a une certaine résistance, que même Guts a galéré
qui a lui-même, on va dire, une force qui a déjà réussi à trancher Zod l'immortel. On l'a déjà vu auparavant. Et là, avec beaucoup plus d'expérience, l'armure du Berserker et surtout la Dragon Slayer, on voit qu'il a du mal. Et évidemment, on sait, il est blessé, mais quand même. Ce débat est dur. Grumbeld est-il vraiment plus fort que Zod ? Parce qu'en termes de statistiques pures, de masse et d'armure, le dragon surpasse sans doute l'immortel. Cependant, un point très important qu'il ne faut pas oublier, même Grumbeld respecte Zod l'immortel, il le dit lui-même. Et inutile de vous dire que entre les apôtres, c'est pas simplement une question de honneur ou de valeur, c'est surtout une question de puissance. Mais Kentaro Miura nous a appris que la force physique ne fait pas tout face au destin. Il reste encore deux places, deux entités qui transcendent la hiérarchie. L'un possède l'expérience absolue, l'autre la puissance cosmique. Bienvenue dans le God Tier. Nous y voilà, le sommet absolu. Jusqu'ici, on a parlé de monstres, de guerriers, de généraux, mais ces deux dernières places n'appartiennent plus à la même dimension. Ce sont des anomalies, des entités qui ont transcendé leurs conditions d'apôtres, l'un par sa perfection martiale absolue, l'autre par sa démesure cosmique. À la deuxième place, Nosferatu Zod, l'immortel. Ce qui fait de Zod une anomalie, c'est avant tout son impact psychologique. Contrairement à l'immense majorité des apôtres, Zod n'est pas un monstre sadique. Il ne mange pas de chair humaine. Il ne prend aucun plaisir à torturer les faibles ou à participer au massacre de l'éclipse. Zod est un guerrier rongé par la mélancolie. Il a dédié son existence à une seule quête, trouver le guerrier le plus fort. Son expérience martiale est inégalée. Près de 300 ans de carnage. Il maîtrise toutes les armes, toutes les tactiques, au point d'adapter son style en une fraction de seconde si sa lame se brise. Il est le seul être au monde capable de rivaliser avec le Skull Knight lors de duels s'étalant sur des siècles. Zod l'immortel est l'apôtre préféré de beaucoup d'entre vous, et c'est normal, faut le dire. Le gars, il est trop cool, il est trop stylé. Évidemment, tout ça, ça vient pas de nulle part, parce que ça reste un apôtre extrêmement différent des autres. Là où les autres préfèrent tuer et vivre, lui, il se bat juste pour l'honneur, et il respecte même des gens plus faibles que lui, comme Guts, jusqu'à même devenir sa propre monture contre Ganishka. Je vous rappelle, il y a seul Griffith qui peut monter sur son dos. Et lorsqu'on lit Berserk, on se rend compte que ces deux-là sont destinés à se rejoindre à un moment donné. On a évidemment une espèce de foreshadowing justement contre Ganishka, mais surtout on a la révélation que Griffith a fait à Zod, parce que la seule raison pour laquelle il s'est soumis envers Griffith, c'est pas juste parce qu'il était trop fort, c'est parce qu'il lui a fait une promesse. Il lui a fait une promesse de trouver ce guerrier qui va lui donner ce combat qu'il voulait. Et ce guerrier, évidemment, sans doute, c'est Guts lui-même. On pourrait limite croire que Zod est la version de Guts si il était devenu un apôtre. Je pense que c'est pas du tout déconnant de mettre Zod l'immortel en deuxième position. Je pense qu'en raison de sa puissance et sa résistance, et surtout de manière narrative, Zod l'immortel mérite littéralement cette deuxième position. Cette noblesse ne doit pas faire oublier sa létalité et son endurance. Si Grumbeld est un mur de cristal, Zod est une force de la nature impossible à débattre. Sa capacité de régénération lui permet de rattacher un bras sectionné en quelques instants et de refermer des blessures mortelles à vue d'œil tant que la coupure n'est pas d'ordre métaphysique. Zod n'est pas juste un apôtre, il incarne la dualité de la guerre, la sauvagerie animale et l'honneur martial. Mais même un dieu du champ de bataille a dû plier le genou face à notre numéro 1. La première place, l'empereur Ganishka. Dans l'univers de Berserk, il existe une règle absolue, gravée dans la chair de chaque apôtre. L'instinct de soumission totale face à la main de Dieu. Zod, Locus, Irvine, tous ont plié le genou. Ganishka, lui, est le seul homme de l'histoire à avoir regardé Griffith dans les yeux pour lui déclarer la guerre. Son impact psychologique prend racine dans son humanité. Avant d'être un monstre, Ganishka était un prince qui a survécu aux tentatives d'assassinat de sa propre mère, puis de son propre fils. Il a tué sa famille pour survivre et s'est convaincu que seule la terreur absolue pouvait le protéger. Ganishka n'inspire pas la peur, il est la peur. Ganishka en première position, je pense que personne n'est étonné finalement. Je le rappelle que le Boog, rien que dans sa forme de base, sans parler de la béhyrite artificielle, il t'envoie son stand qui est juste un gros mirage qui envoie des éclairs
Et si t'as pas le pouvoir d'une sorcière comme Sherkei, tu verras jamais sa forme d'Ode et tu ne pourras jamais le battre tout simplement. Et même lorsque Guts et Zod se sont alliés pour le battre, et ben il leur a bien mis leur race juste avant de lui foutre quelques petits gouttes de sueur et une petite cicatrice pour la forme. Et je pense que c'est indéniable, une fois qu'il a utilisé sa béérite artificielle en devenant littéralement le grand terrassement, oui parce que le grand terrassement il est là les gars, hein. Juste au cas où même Isayama a reconnu s'être inspiré de Berserk. Donc ne me faites pas croire qu'il ne s'est pas inspiré de cette scène pour faire le grand terrassement. Et là je pense qu'il n'existe aucun apôtre pour pouvoir démolir ce titan colossal qui est Ganishka, parce que tout simplement il est le plus fort. Seul évidemment un Skull Knight équipé d'une épée boostée à la béérite, ou alors des God Hand, mais globalement en vue de tous les dégâts qu'il a fait sur le champ de bataille, que ce soit dans son propre camp que dans le camp ennemi, Ganishka est définitivement le top 1 absolu des apôtres les plus forts. Et c'est là toute la tragédie de la première place. Ganishka était incontestablement l'apôtre le plus puissant, le plus gigantesque et le plus destructeur. Il se croyait l'égal des dieux, mais en réalité, il n'était qu'un pion. Sa volonté de se rebeller, sa taille démesurée, son pouvoir absolu, tout cela n'était que le carburant prévu, la causalité, pour provoquer l'explosion astrale et donner naissance à l'arbre-monde. L'apôtre le plus fort de l'histoire n'a servi qu'à construire le royaume de Griffiths. Tragique, n'est-ce pas ? Les apôtres ont sacrifié leur humanité pour devenir des prédateurs, mais à la fin, ils ne sont que le bétail de la main de Dieu. On a classé leur puissance martiale et destructrice, on a vu qui dominait le monde physique, mais la terreur, c'est quelque chose de beaucoup plus subjectif. Avant de clore ce chapitre, le chauve, j'ai une petite question pour toi. Au-delà des statistiques et de la force pure, parmi tous ces apôtres, lequel te terrifie le plus personnellement? Lequel te ferait dire que finalement l'éclipse n'était peut-être pas le pire des destins? Pour moi, l'apôtre qui me met le plus mal à l'aise, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas vraiment Vyald. Pour moi, celui qui m'a le plus marqué dans son immondice, sa morbidité, c'est l'apôtre Limas. Déjà, physiquement, c'est flasque, c'est dégueu. Il y a plein de trucs qui poussent de partout, il y a plein de trucs qui bougent de partout. Et surtout, un apôtre normal, il va te tuer. Ou alors, il cramera ton corps. Je sais pas ce qu'il va faire. Mais lui, il va s'introduire dans ton corps par n'importe quel moyen. Et ne sortez pas cette phrase de son contexte. Surtout quand on apprend ce qu'il a fait à notre cher Valgus, paix à son âme. Il a quand même dépecé, décapité et sa propre femme et ses enfants si je ne me trompe pas. Et juste après, il les a mangés. 5 femmes enfants par jour, c'est très important pour la santé d'un apôtre. Ah oui, en termes de body horror, le conte il est dégueulasse. L'histoire de Vulgus suffit à glacer le sang de n'importe qui. Mais si ta plus grande peur prend la forme du chaos organique, de mon côté, je pense que l'horreur absolue s'incarne parfaitement dans Locus. Parce qu'un monstre qui agit comme une bête sauvage, c'est prévisible. Mais un monstre qui massacre avec la certitude glaciale d'accomplir une volonté divine est juste, c'est contre ça qu'il est impossible de lutter avec de simples mots. C'est ce qui rend Berserk si fascinant à analyser. Le mal n'a jamais une seule forme. Un immense merci à toi le chauve, d'avoir plongé avec moi aujourd'hui dans l'interstice. Encore merci à toi pour l'invitation et surtout les gars, abonnez-vous en masse, Galux le mérite. Les gars, c'était un plaisir de vous avoir parlé de Berserk qui est ma passion et je vous dis à plus grâce à la chevalité. Les Strugglers, tous ses réseaux, son TikTok et sa chaîne sont dans la description. J'en profite pour vous rappeler que le serveur Discord de la chaîne, l'Interstice, ouvre ses portes aujourd'hui. C'est notre repère. Venez débattre du classement d'aujourd'hui, partagez vos théories pour les prochaines vidéos et rejoindre les rangs. La barre des 15 000 abonnés a explosé. L'objectif est posé. On va gravir la montagne des 20 000 avant la fin de l'année. Alors si cette plongée dans les abysses de Berserk vous a plu, abonnez-vous, lâchez votre meilleur like et dites-nous en commentaire quel est pour vous le pire apôtre. Je lirai absolument tout. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. D'ici la prochaine, prenez soin de vous, chers Strugglers. À très bientôt.